Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des start-upers qui vont partager leurs aventures et leurs mésaventures entrepreneuriales, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif, vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. Trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est un objectif parfois difficile à atteindre pour les dirigeants de start-up. Entre deadlines serrés, horaires à rallonge et accroissement de l'activité, il est parfois difficile de dégager du temps pour soi et pour sa famille. Mais alors, est-il vraiment possible de séparer vie professionnelle et vie privée quand on travaille en start-up ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Athanase, le CEO de Kinvent, et Chloé, la fondatrice de Basimo. Ces deux entrepreneurs ont réussi, chacun à leur manière, à concilier leurs obligations professionnelles et familiales. Je vous propose d'écouter leurs témoignages, puis, en fin d'épisode, nous ferons le point avec Bérangère, chargée d'affaires au BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. C'est parti. Bonjour Athanase, merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ? Je suis le directeur de Kinvent. Alors j'ai créé Kinvent parce que moi, j'étais sportif de haut niveau pendant 10 ans. Et la personne avec qui j'ai passé le plus de temps, c'était pas ma copine, c'était pas mon coach, c'était mon kinésithérapeute. Les patients, souvent, ils n'ont pas envie d'y aller. Ils trouvent ça monotone. Ils trouvent que ça reste subjectif. Et donc, j'ai créé Kinvent pour aider ces professionnels de la rééducation et du sport à évaluer efficacement le progrès du sportif et du patient, tout en assurant sa motivation. Je te propose qu'on passe du coup aux questions un petit peu sur le sujet. Donc, le sujet qui est comment est-ce qu'on trouve un bon équilibre entre vie pro et perso ? Alors, quand vous êtes célibataire, pour fonder une entreprise, ça peut paraître, sur un premier abord, plus simple. Parce que vous pouvez dédier tout le temps que vous voulez. Alors ça, c'est pas bien. Parce qu'en fait, ça ne permet pas d'avoir un équilibre entre les deux parties du cerveau. Et souvent, on a besoin d'une coupure pour être encore plus productif. Un sportif de haut niveau ne s'entraîne pas 20 heures par jour. Il s'en entraîne 6. Et le reste du temps, il se repose. Ou il fait autre chose. Il repose son corps pour fatiguer son esprit. Il faut avoir un équilibre, quelle que soit notre vie personnelle. Maintenant, là où ça peut être un peu plus difficile, c'est quand on commence à avoir des enfants, quand on commence à avoir des obligations très importantes auxquelles on ne peut pas fuir et qu'on sait qu'à 17 heures, il faut aller chercher les enfants à l'école. Et puis que le samedi, il y a un match de tennis. Comment on fait si en même temps que le match de tennis, il y a votre plus grand client américain qui vous dit « Je veux absolument qu'on parle samedi à 17 heures ». C'est là que ça devient compliqué parce que parfois, on sent qu'on doit faire des compromis. Et ça, c'est pas facile. Alors justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta situation familiale sans rentrer dans le détail ? Tout à fait. Alors, je vais même rentrer dans le détail. Je suis marié depuis 2019 avec une superbe femme qui s'appelle Mathilde. Et j'ai 2 enfants aujourd'hui et on attend aussi le 3e. On est à 5 mois de grossesse. Et ma femme, il faut savoir qu'elle est orthophoniste, donc elle est libérale. Ça m'a beaucoup aidé, dans le sens où elle peut être un peu flexible sur ses horaires. Et du coup, parfois, quand moi, je ne peux pas aller chercher les filles à l'école, elle peut le faire elle. Bah, il faut bien sûr s'organiser bien à l'avance, sinon c'est la pagaille. Cette situation familiale, pour moi, c'est un havre de paix. Je sais que quand je vais être à la maison,
quels que soient les soucis ou même les réussites ou ce qu'il y a eu au travail la journée, le soir, ça ne compte plus. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet dans les questions. Quels sont les impacts potentiels d'un déséquilibre entre vie pro et vie perso? Quand notre esprit est occupé, on n'arrive pas à être vraiment dédié à la vie de la maison. Ça peut être problématique. Et après, autour de moi, j'ai vu des conséquences bien plus graves. Par exemple, des couples qui ne résistent pas. Ça arrive. Alors après, on peut être très innovant. Parce que parfois, quand on dit équilibre entre les deux, les gens parfois pensent qu'il faut une coupure complète, qu'il faut vraiment couper les deux mondes. Je ne suis pas forcément de cet avis. Alors toi, est-ce que tu l'as un petit peu dit, mais est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées justement dans cet équilibre, peut-être au début? Alors, les difficultés commencent déjà pendant la grossesse. En fait, moi, j'ai eu quelques soucis pendant la grossesse et je vais te donner un exemple très concret. On était en phase de notre première levée de fonds. Mathilde était déjà 3 mois enceinte. Et quand on voit que ça commence à prendre du temps, parce que l'investisseur veut tel ou tel document, parce que on doit voyager pour aller à telle expo, donc on n'arrive pas à suivre pendant une semaine, et que l'accouchement arrive, et que les sous de l'entreprise commencent un peu comment dire, on commence à épuiser les ressources parce qu'on a dit, ça y est, les sous arrivent, on va pouvoir mettre des actions en place. Et que tu vois pas ça, et que tu te dis que tu sais pas si tu vas pouvoir acheter une poussette, là, ça commence à stresser. Et après, c'est vrai qu'avec le travail, je suis amené souvent à partir en déplacement. Et quand on vient d'avoir un petit bébé de 2 mois, le laisser tout seul avec sa maman, alors la maman, elle s'en occupe bien, mais elle préfère quand même être aidée quand elle est à la maison. Donc, il faut pouvoir trouver des solutions. Donc, peut-être qu'on va diminuer un peu nos voyages, ou trouver une nounou, ou faire venir la grand-mère. Donc, trouver des solutions aussi auprès de la famille, de l'entourage aussi, de faire des concessions sur sa vie de couple, du coup? Un peu. Parfois, oui, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour qu'on avance tous ensemble. La famille, c'est quand même un très bon soutien et il faut pouvoir compter dessus. C'est vrai que le fait d'avoir peut-être une structure pour accueillir les enfants de temps en temps, c'est pas négligeable non plus. Absolument. Et moi, c'est comme ça que j'appelle ça la liste téléphonique de l'armée des nounous. Il faut toujours avoir une énorme liste. Vous savez, c'est le choix numéro 1. Si le choix numéro 1 ne marche pas, vous appelez le 2e, puis le 3e, puis le 4e, jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un. Alors du coup, c'est quoi les éléments qui peuvent empêcher l'équilibre entre la sphère privée et la sphère professionnelle? Alors, c'est souvent les horaires qui débordent. Et ça, parfois, c'est ce qui emmène la plus grande partie de friction. On est des humains, on a besoin de temps des autres. Et quoi qu'on dise, on peut pas comprimer ce temps. Et c'est très important de pouvoir passer un peu de temps avec eux. Autre exemple, vous emmenez vos filles ou vos garçons le matin à l'école, ou vous les rentrez le soir à la maison. Pendant le trajet, ils vont vous raconter ce qui s'est passé dans la journée. Dédiez-leur ce temps-là. Parlez avec eux et ne pensez pas à autre chose. Mettez tout dans une parenthèse. Ce n'est que 10-15 minutes. Mais c'est quand même une parenthèse importante parce qu'ils ont besoin d'être écoutés et vous avez besoin de les écouter aussi. Justement, je rebondis là-dessus. C'est quoi les étapes pour mieux s'organiser? Puisque tu parles d'organisation. Donc, tu parlais peut-être de discipline. Oui, alors la discipline, ça commence par des horaires déjà. Et si vous pensez que 8 ou 10 heures au bureau, c'est pas assez pour avancer sur tous les sujets, ça veut dire qu'il faut les trouver quelque part. Alors, le mieux, c'est de le trouver pendant les temps morts des autres. Et c'est des petites astuces. Par exemple, se dire, OK, si je veux faire du sport pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure parce que ça me permet de me rafraîchir l'esprit, je vais le faire à 6 heures du matin. Je me réveille un peu plus tôt et je le fais. Ça demande une certaine discipline. Si je dois passer 1 heure à lire mes mails pendant la journée et que pendant la journée, je suis avec mes équipes, donc j'arrive pas à le faire, il faut trouver le moyen de le faire à un moment ou à un autre. Ça peut être pareil, à 6 heures du matin ou entre midi et midi et demi. On peut pas être tout le temps sur son téléphone parce qu'il y a un mail qui est arrivé, il faut le traiter tout de suite. Il faut essayer de traiter en masse et dire OK, c'est pas grave, ça va attendre 4 heures. Si c'était urgent, on m'aurait appelé. Et comme c'est pas si urgent que ça, je vais le traiter un peu plus tard, ça va aller. Dans une entreprise, plus on bosse, plus il y a des choses à faire. Ça, il faut le dire. Si on voit qu'on est sursollicité, c'est qu'il faut mettre des actions en place.
pour être un peu moins sursollicité et donc être plus performant. Si on voit que nos horaires commencent à déborder, il faut pouvoir mettre un cadre dans tout ça. Et donc ça passe surtout par une communication, comme tu l'as dit, avec les collaborateurs, avec son autre moitié, et donc aussi avec une délégation des tâches. Faites confiance aux salariés, c'est la meilleure chose qui peut leur arriver. Et donc, qu'ils aient de l'autonomie, qu'ils puissent avancer sans que vous soyez derrière. Alors, tu disais aussi, justement, le plus important, c'est savoir couper, faire un break. Tu sépares vraiment quand même le lieu travail et le lieu maison. Et ça te permet vraiment d'avoir une séparation aussi physique de la sphère et professionnelle et personnelle. Oui, quoi qu'on fasse, les émotions que nous procure ce qu'on fait dans un lieu sont finalement à la fin associées avec ce lieu. Quand on travaille, on a aussi des mauvais moments. On a des moments de stress aussi. On a des échecs, on a des réussites. Mais il y a toutes les émotions mixées. Et si on travaille par exemple dans sa chambre ou dans sa cuisine, il y a le risque que ces émotions soient rattachées à ce lieu-là. Donc c'est pour ça que c'est très important, déjà, si on peut travailler en dehors de la maison, de le faire. Mais quand on travaille dans notre maison, c'est de le faire dans un lieu un peu clos. Par exemple, une chambre à part qu'on appelle bureau. Quand on ouvre la porte de cette chambre et qu'on en rentre dedans, c'est comme un rituel qui nous fait passer dans l'entreprise. Et à l'inverse, quand on ouvre cette porte et qu'on ressort, et ben ça y est, on laisse toutes ces émotions à l'intérieur. Donc, si on fait un récap de tout ça, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour vraiment séparer les deux sphères et trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso? Alors, des conseils. Comme je disais, c'est quand on passe du temps avec sa famille, coupons. Parce que sinon, c'est frustrant pour tout le monde. Et en plus, quand on arrive à bien couper, on passe vraiment des moments de très grande qualité. Un deuxième conseil, c'est faire le respect des horaires et avoir un rituel. Le rituel, c'est peut-être faire son sport à 6 heures du matin ou travailler entre 6 heures et 7 heures avant que les gens se réveillent. Le rituel, c'est d'emmener ses enfants le matin à l'école. Ou le week-end, de les emmener à une promenade. C'est des rituels que, quand on les met en place, c'est des havres de paix auxquels on peut s'accrocher. Et ensuite, c'est de communiquer avec ses employés, ses collaborateurs, ses collègues et son partenaire. Dans la seconde partie de ce podcast, j'ai rendez-vous avec Chloé, la fondatrice de Basimo. Cette entrepreneuse est également mère de famille et accorde une très grande importance à la vie privée et familiale, que ce soit pour elle ou pour ses collaborateurs. Chloé, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Avec grand plaisir. Donc, je suis Chloé Raissac. Je suis la cofondatrice et la présidente de Basimo. Alors, Basimo, c'est une société qui édite des logiciels, enfin un logiciel en particulier, pour l'immobilier, mais plus l'immobilier tertiaire. Donc, la gestion en fait de patrimoine, de bureaux, de commerce, de logistique. Donc, sur toute cette partie qui est un peu une niche du secteur, mais qui est un grand pan de notre économie, mine de rien. Donc, c'est un sujet assez intéressant sur lequel on travaille au quotidien, du coup. Du coup, moi, je te propose qu'on attaque directement. Donc, le sujet, c'est comment trouver le bon équilibre entre vie pro et vie perso. Donc, la première question, c'est quels sont les impacts potentiels d'un déséquilibre entre la vie perso et la vie professionnelle ? Ça, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, et surtout avec le Covid. Donc, on les connaît. Il y a le sujet classique du burn-out, de toute façon, qui revient. Si on n'a pas un bon équilibre, du coup, on est stressé par le travail, on est stressé parce qu'à la maison aussi, ça se passe pas bien. Et donc, du coup, on a des risques juste de péter un câble, pour le dire plus calmement, enfin, plus directement. Après, sinon, le risque, c'est juste de se sentir mal, de mal travailler, de pas être présent à la maison. Encore plus dans les startups, parce qu'on a beaucoup de pics un peu émotionnels entre les très bonnes nouvelles des nouveaux gros clients, puis toute l'évolution. On est en permanence. C'est assez compliqué. Et sur le long terme, c'est un vrai marathon. Et donc, du coup, si on n'a pas le bon équilibre, il y a un moment où ça fonctionne pas. Soit parce qu'on part en burn-out, parce qu'on travaille beaucoup trop le week-end, etc. Soit parce qu'on n'a pas de vie de famille, tout simplement. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ton propre équilibre ? Alors, des difficultés, il y en a beaucoup. On se laisse vite tenter par le fait de trop travailler, par exemple. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui est aussi souvent absent, qui est
pas là pendant des grandes périodes des fois. Et donc, du coup, quand il était pas là et qu'on n'avait pas d'enfant, c'était pratique. Je pouvais travailler bien beaucoup. Et du coup, les autres périodes moins. Maintenant qu'on a un enfant, du coup, il faut plus trouver l'équilibre. Donc, dans les autres difficultés aussi, on peut retrouver les réunions tard ou à rallonge. Et en fait, du coup, ça, c'est aussi un gros sujet parce que quand on doit aller chercher des enfants à l'école ou même le soir, quand on a d'autres choses à faire que de travailler, quand on nous cale des réunions à 18-19 heures, c'est un peu compliqué. Nous, c'est souvent nos clients et nos prospects qui font ça. En interne, on le fait absolument jamais. Et c'est un peu compliqué. Alors, les dirigeants, on arrive, tant pis, on fait des concessions des fois. Mais pour des salariés, nous, on refuse catégoriquement que ce soit le cas. Donc, on demande à nos clients de décaler au maximum. Ça t'arrive de dire non, de trouver justement des concessions avec ses clients? On essaye de ne pas le faire. S'il y a une réunion, on n'a pas le choix, qui est importante, avec des personnes importantes, on va le faire, mais il faut que ça soit une fois de temps en temps, pas régulièrement. D'accord. Alors du coup, c'est quoi les éléments qui peuvent empêcher l'équilibre vie pro, vie perso? Alors, ça dépend vraiment des gens et de l'organisation qu'ils ont déjà, de leur travail en général. Il faut être assez structuré parce que du coup, sinon, on se laisse vite déborder et avoir des règles. Si on n'a pas de règles, en fait, on se dit voilà, ce soir je vais finir tard, demain. Et si on n'a pas de structure dans notre emploi du temps ou qu'on se dit on travaille pas le week-end, on travaille pas là, en fait, on se laisse complètement déborder et du coup, on n'a aucun équilibre. On le voit beaucoup, il y a beaucoup de dirigeants avec qui ça arrive où en fait, ils travaillent le soir et le week-end. Avec mon associé, on a des règles. On travaille jamais le week-end. On travaille pas le soir. On travaille pas la nuit. Ça paraît absurde, mais il y en a qui le font. Et on fait pareil pour nos salariés. Donc, ils sont jamais là le soir. Donc, si on a une question, de toute façon, ils peuvent pas y répondre. Et en fait, c'est comme ça qu'on trouve un équilibre aussi. On se dit, tant pis, je verrai demain matin. Ils arrivent à 8h. Donc, je gérerai ça demain à 8h. Je suppose que ça passe donc par une bonne organisation. Alors, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on s'organise mieux? C'est plein de petites choses déjà. On est censé montrer l'exemple. Donc, c'est compliqué de demander à une équipe de s'organiser si on n'est pas organisé. On s'organise, on essaye de prendre en amont les sujets quand on sait qu'il va y avoir des urgences. On est en développement, donc qui dit édition de logiciels dit tout le temps en urgence parce qu'on veut toujours que les choses soient développées plus vite. Et surtout, et ça c'est ultra important, de regarder si les urgences sont vraiment des urgences. Et ça, c'est un gros sujet. Donc voilà. Donc pour nous, l'organisation, c'est vraiment que les tâches soient faites à temps, qu'on ait une structure très carrée. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, etc. Et ensuite, de gérer les deadlines, de pouvoir les allonger quand on a besoin de temps, etc. Et la même organisation qu'on fait en pro, il faut se l'imposer aussi sur du perso. Surtout quand on a des enfants, obligatoirement, on doit aller les chercher à l'école, on doit gérer les choses, les médecins, etc. Et du coup, c'est une structure qu'il faut s'imposer, sinon on n'y arrive pas. Enfin, un enfant, on le laisse pas à l'école. Donc, il faut aussi des règles et une structure. Si on n'a pas cette structure en pro, combien il y en a qui se sont fait appeler par les garderies parce qu'il fallait aller chercher les gosses et qui sont en réunion. Alors, comment est-ce qu'on s'y tient? Est-ce que c'est bien de s'organiser, de mettre des règles, etc. Comment est-ce qu'on s'y tient vraiment? En fait, c'est plus des habitudes de vie que des règles. En perso, pendant les heures de travail, on peut avoir des urgences. Tout le monde peut en avoir. Nos salariés, les premiers, peuvent en avoir. Et on est ultra souple quand nos salariés ont une urgence parce que ça peut nous arriver. Par contre, s'ils ont une urgence tous les 2 jours, là, on leur dit que c'est pas possible. Mais comme pour nous. Dans ce cas-là, nous, tous les 2 jours, on n'est pas censé partir 2 heures du boulot ou ne pas être joignable, etc. Et nous, on est assez transparent. Alors, tous nos salariés n'ont pas tous nos agendas, mais on a des salariés qui ont nos agendas complètement ouverts. Ils voient exactement ce qu'on a, ce qu'on fait. Et du coup, ça permet d'avoir une certaine confiance. Et du coup, les salariés se tiennent aux règles parce qu'on n'essaie pas de les faire dévier. Comme nous, on s'y tient parce que c'est donnant-donnant un petit peu. Et côté perso, c'est pareil. On essaye, cette organisation, si elle fonctionne et qu'on se met plein de petites choses, c'est un peu compliqué des fois parce qu'avec les enfants, c'est pas très carré. mais en tout cas, si on s'y tient, si on essaie de trouver une organisation, ou aussi qu'on se dit, est-ce que ça me plaît mon travail? Peut-être qu'il va falloir que je prenne une nounou en plus. Tant pis, parce que le soir, en fait, aller chercher un enfant à 4h30 à l'école, après, c'est un choix à faire en perso. Et les règles, c'est plutôt, ça découle du choix qu'on a fait. Si on choisit d'avoir un travail intense, on peut pas, en même temps, d'un autre côté, se dire qu'on va être à 4h30 devant l'école. C'est juste pas possible. Donc, il faut être réaliste, se
dire l'objectif qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut faire, ensuite faire découler les règles qu'on respecte. Si jamais on n'arrive plus à respecter les règles, il faut se poser la question de l'objectif de base. Peut-être que des parents qui finalement veulent passer plus de temps avec leurs enfants, on parlait beaucoup des femmes qui voulaient passer plus de temps avec leurs enfants, maintenant c'est très équilibré. Du coup, est-ce qu'ils veulent pas changer de job? Est-ce qu'ils veulent pas faire évoluer leur job parce qu'en fait, ça répond plus aux besoins. Et du coup, les collaborateurs, les clients, ils comprennent justement ces contraintes de vie personnelle. Les collaborateurs, oui, sans problème. Les clients, j'ai envie de dire moins, mais pas forcément. Aujourd'hui, post-Covid, quand même, il y a eu beaucoup de changements. On travaille avec certains clients qui nous disent, non, on met pas la réunion à cette heure-ci parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. On a beaucoup de réunions récurrentes avec eux. Et du coup, tout le monde essaye un peu de s'arranger et c'est moins caché. Avant, on disait, non, cette réunion, je peux pas, pas à cette heure-ci parce que j'ai une autre réunion. Là où maintenant, on dit la vraie raison, je vais chercher mon enfant à l'école. Et donc, du coup, c'est pas grand-chose peut-être pour certains, mais ça change beaucoup de choses parce que les clients respectent les prestataires, pas dans tous les secteurs, mais du coup, on voit que ça s'est quand même adouci. On va rester un peu là-dessus. Comment est-ce que la digitalisation et le travail à distance impactent la vie privée? Pour moi, il n'y a pas eu d'impact parce que ça dépend de la façon dont on travaillait avant. Elle s'est juste répercutée. Et c'est sûr que quand on exagérait avant, une fois qu'on est passé en télétravail, ça a été encore plus marqué. Peut-être que certains salariés aussi ont voulu montrer qu'ils travaillaient bien en télétravail parce que tout le monde, dans la tech, on a plus confiance parce que les devs ont l'habitude et les équipes produits ont l'habitude de travailler en télétravail. Dans d'autres secteurs, c'est moins le cas. Et donc, du coup, les salariés se sont sentis obligés de prouver qu'ils étaient capables de travailler en télétravail et donc ils travaillaient plus. Nous, on a continué à travailler comme c'était. On est présent 2 jours par semaine au bureau sur les 5 et on est présent tous en même temps, tout le temps. Du coup, c'est quoi les conseils et les solutions que tu préconises pour avoir cet équilibre vie pro, vie perso? Je ne sais pas si je peux vraiment donner des conseils, mais l'idée, c'est ce que j'ai expliqué pendant tout le long de ce podcast, c'est vraiment déjà de se fixer un objectif, une envie, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, comment on veut l'organiser et qu'est-ce qui nous va bien. Et déjà, ça, il faut le poser, il faut se poser la question. Une fois qu'on s'est posé cette question-là, c'est de s'imposer, entre guillemets, certaines règles. C'est pas des règles strictes, mais c'est, je travaille pas le week-end. Si on s'est imposé qu'on travaille pas le week-end, on travaille pas le week-end. Et ça, c'est important. Et on l'avait mentionné, mais ne pas se mentir, c'est-à-dire que il y a un moment, peut-être que l'objectif est pas bon. Si on dépasse en permanence, qu'on sort tout le temps des règles et qu'on s'énerve et qu'il y a un problème, c'est peut-être que l'objectif qu'on s'était fixé à l'origine est pas le bon et qu'on veut que notre travail ait plus de présence. Et le dernier point, c'est déléguer, que ce soit à la maison ou au travail. Apprendre à, tant pis, à lâcher un dossier, il faudra le relire peut-être derrière, mais à former les salariés pour faire des choses. Et à la maison, déléguer les choses aussi. Chloé, merci pour ce témoignage et tes conseils. En conclusion de cet épisode, je vous propose de retrouver Bérangère, chargée d'affaires du BIC de Montpellier, qui va nous donner son point de vue sur cette question. Bonjour Bérangère, est-ce que tu penses qu'on peut réellement scinder la vie professionnelle et la vie personnelle en tant que start-upper et pour quelles raisons ? Alors, séparer vie pro et vie perso quand on entreprend, que ce soit une start-up ou n'importe quel type d'entreprise, ça me paraît en fait un leurre. Dans la vie d'un créateur, d'une créatrice d'entreprise, il va y avoir tellement de difficultés à traverser, tellement d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, que c'est peut-être pas la peine de s'en rajouter. Et donc, on peut mélanger. Par contre, ce que je pourrais conseiller, c'est à chacun de s'aménager des temps pour soi, pour ses loisirs, pour faire du sport, pour sa famille s'il y a une famille, pour sa vie sociale. Et ça, sans attendre. Alors, pour quelles raisons est-ce que c'est important de trouver l'équilibre vie pro, vie perso ? Et est-ce que tu as des conseils ? Pourquoi c'est important ? C'est que, donc, comme je le disais, les créateurs et créatrices traversent des montagnes russes. C'est donc très, très riche, très excitant, très dynamique, mais aussi très fatigant. Donc, il faut s'aménager ces temps de repos, de ressources, un peu comme le ferait n'importe quel sportif de haut niveau.
pour pouvoir réussir à tenir sur la longueur. Dans les outils et astuces, alors il y en a un qu'on retrouve dans toutes les formations de gestion du temps, c'est l'agenda. Tout simplement, avoir un agenda où on note absolument tout, même ses temps de sport, de loisirs, du temps avec ses amis, ses enfants, de façon à être sûr que ces plages horaires sont conservées. Donc moi, je ne conseille pas de tout séparer. On peut aller au cinéma avec des amis et puis rentrer pour finir une présentation ou une proposition client. Certains travaillent mieux le soir, d'autres travaillent mieux le matin. On peut se lever à 5 heures du matin pour aller faire un footing et se mettre à travailler. Mais par contre, je pense qu'il faut être assez militaire sur son agenda et de respecter ses plages horaires de repos. Si on saute une pause déjeuner, c'est pas grave, mais qu'on ait au moins une demi-heure le soir pour souffler, marcher, prendre l'air, voir ses enfants, sa famille, ses amis. Et donc, pour pouvoir s'imposer à soi-même ce rythme avec ces temps de pause et donc, comme je le disais, des vraies ressources pour continuer le marathon de la création d'entreprise, une astuce, c'est également d'expliquer ces règles à son équipe et de les construire avec toute l'équipe, que ce soit l'équipe d'associés au début ou l'équipe de salariés, de façon à ce que tout le monde respecte ces temps-là et se les accorde aussi et que personne ne culpabilise de prendre une heure de pause le matin s'il y a besoin de prendre une heure de pause le matin, si on préfère prendre 7 heures à 10 heures plutôt que à 14 heures. Ça, je pense que ça peut être un bon moyen d'être sûr de respecter ça. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux organiser votre vie professionnelle et votre vie personnelle, mais aussi et surtout à trouver l'équilibre qui vous convient pour aller au bout de l'aventure start-up. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.